Le milliardaire Jean-Luc Moreau était persuadé que sa petite-fille vivait dans le luxe avec sa belle-mère. Pendant 18 ans, il avait envoyé un total de 2 millions d'euros pour s'assurer que Manon ne manque de rien. Mais lorsque des enquêteurs privés retrouvèrent la jeune femme de 18 ans dormant dans un refuge du quartier de la Guillotière à Lyon, vêtue de vêtements de seconde main, Jean-Luc ne posa qu'une seule question qui fit pâlir le visage de la belle-mère, Sandrine. Où est chaque centime que j'ai envoyé? Si vous vous êtes déjà demandé jusqu'où certaines personnes peuvent aller pour de l'argent, cette histoire vous laissera sans voix. C'est un récit de trahison, de futurs volets, et du combat d'un grand-père pour offrir à sa petite-fille la vie qu'elle méritait. Jean-Luc Moreau était assis derrière son imposant bureau en acajou, au 72e étage de la Tour Pardieu, son regard perdu dans la contemplation de la ligne d'horizon lyonnaise qu'il avait lui-même contribué à sculpter au fil de 4 décennies. À 73 ans, il avait bâti un empire estimé à 3 milliards d'euros grâce à la promotion immobilière commerciale. Ces bâtiments s'élevaient fièrement sur 3 continents, monument à sa vision et à son éthique de travail implacable. Mais en ce froid matin de novembre, rien de tout cela n'avait d'importance. L'homme assis en face de lui, l'enquêteur privé Stéphane Petit, venait de lui annoncer une nouvelle qui avait fait voler en éclats le monde soigneusement construit de Jean-Luc. Stéphane fit glisser une chemise cartonnée sur le bureau poli, son expression grave. À l'intérieur se trouvaient des photographies que Jean-Luc eut d'abord du mal à assimiler. Une jeune femme à la peau mate et chaleureuse, aux épais cheveux crépus coiffés en un simple chignon. Elle portait des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs, faisant la queue à ce qui semblait être une distribution des restos du cœur. Une autre photo la montrait endormie sur un lit de camp étroit dans une pièce bondée. L'image finale la capturait en train de faire la vaisselle dans une plonge professionnelle, de la mousse de savon recouvrant ses bras fins. Les mains de Jean-Luc se mirent à trembler tandis qu'il étudiait le visage de la jeune femme. Ses yeux, cette légère fossette sur sa joue gauche lorsqu'elle souriait à quelqu'un hors champ. C'était comme voir un fantôme. C'est impossible, murmura Jean-Luc, sa voix à peine audible. Manon est censée vivre à Aix-en-Provence avec Sandrine. Elle est censée se préparer pour l'université. Elle est censée avoir tout ce dont elle a besoin. Stéphane se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. Monsieur Moreau, je fais ce métier depuis 27 ans. J'ai suivi l'adresse que vous m'avez donnée, celle où vous envoyez de l'argent depuis toutes ces années. C'est une demeure cossue qui vaut 2,3 millions d'euros. Sandrine Leroy y vit avec ses 2 enfants biologiques, tous 2 scolarisés en école privée. Mais Manon. Il fit une pause, laissant le poids du silence s'installer. Manon vit au foyer Saint-Vincent dans le quartier de la Guillotière depuis 3 mois. Avant cela, je l'ai tracée jusqu'à un immeuble vétuste du même quartier. Le propriétaire se souvient d'elle. Il a dit qu'elle était arrivée il y a 18 ans, bébé, avec une femme qui l'a gardée isolée. Il a dit qu'il voyait rarement la fille dehors. Puis, il y a 3 mois, la femme a déménagé et a laissé la jeune fille derrière elle, sans rien. Pas de préavis, pas d'explication, juste partie. Jean-Luc sentit sa poitrine se serrer. Son médecin l'avait prévenu au sujet du stress, de sa tension artérielle, mais rien n'aurait pu le préparer à ce moment. Pendant 18 ans, il avait fidèlement envoyé de l'argent chaque mois. Pas une seule fois il n'avait manqué un paiement. Pas une seule fois il ne s'était demandé si Sandrine faisait ce qu'il fallait pour sa petite fille. Il lui avait fait confiance parce qu'elle était de la famille, parce qu'elle était venue à lui dans ses heures les plus sombres avec les bras ouverts et des promesses. Le jour où sa fille Élise était morte restait le pire jour de la vie de Jean-Luc. Élise avait été son unique enfant, sa fierté et sa joie, une jeune femme brillante qui travaillait comme infirmière puéricultrice et rêvait d'ouvrir son propre dispensaire de quartier. Elle avait épousé Olivier Leroy, un homme bon qui travaillait comme professeur de lycée et entraîneur. Ils avaient été si heureux ensemble, si pleins de projets. Puis Olivier était mort dans un accident de voiture, percuté par un chauffard ivre en rentrant de l'entraînement de basket. Élise était enceinte de 6 mois. Le chagrin l'avait presque détruite, mais elle s'était accrochée pour le bébé qui grandissait en elle. Elle avait tenu bon pendant ces 3 derniers mois, déterminée à mettre sa fille au monde. Mais des complications lors de l'accouchement lui avaient pris la vie au moment même où la petite Manon poussait son premier cri. Jean-Luc avait été dans cette chambre d'hôpital, regardant les médecins se battre pour sauver sa fille pendant que les infirmières emportaient le nouveau-né en pleurs. Il avait échoué. Échoué à protéger Élise. Échoué à la garder en sécurité. Échoué à empêcher l'impensable. Dans les jours qui suivirent les funérailles d'Élise,
Jean-Luc pouvait à peine fonctionner. Il était un veuf de 55 ans qui venait d'enterrer son unique enfant. S'occuper d'un nouveau-né semblait impossible, surtout avec son emploi du temps professionnel chargé et son propre chagrin écrasant. C'est alors que Sandrine était apparue. Elle était la sœur aînée d'Olivier, une femme que Jean-Luc n'avait rencontrée que 2 fois auparavant. Elle était venue chez lui avec des mots gentils et une proposition raisonnable. Elle élèverait Manon comme la sienne. Donnerait au bébé un foyer stable avec ses 2 propres enfants qui pourraient être comme des frères et sœurs. Jean-Luc conserverait la responsabilité financière, bien sûr, car c'est ce qu'Élise aurait voulu. Sandrine avait rendu tout cela si parfait, si juste. Votre frère aurait voulu cela, se souvenait Jean-Luc lui avoir dit, sa voix creuse de chagrin. Il aimait tellement Élise. Ce bébé est tout ce qu'il nous reste de deux. Sandrine avait hoché la tête solennellement, lui avait pris la main et avait promis d'aimer Manon comme sa propre chair et son propre sang. Jean-Luc avait immédiatement mis en place l'arrangement par l'intermédiaire de ses avocats. Il enverrait 10 000 € par mois sur un compte établi au nom de Manon, mais géré par Sandrine en tant que tutrice. Sur 18 ans, cela représentait plus de 2 millions d'euros. De l'argent pour s'assurer que sa petite fille ait tout ce dont elle avait besoin. Éducation, soins de santé, vêtements, opportunités, un avenir. Il avait signé des papiers donnant à Sandrine la tutelle légale tout en maintenant sa responsabilité financière et le droit de visite. Mais Sandrine avait suggéré que les visites pourraient perturber l'enfant, rendre les choses plus difficiles. Laissez-la s'installer dans une routine, avait dit Sandrine. Laissez-la se sentir en sécurité. Nous pourrons organiser des visites quand elle sera plus grande. Jean-Luc, noyé dans sa propre douleur, avait accepté. Il s'était dit qu'il faisait ce qu'il fallait. Il s'était dit que c'était ce qu'Élise aurait voulu. Il s'était dit que l'argent pouvait réparer ce que son absence ne pouvait pas. Maintenant, en regardant les photos de sa petite fille dormant dans un foyer pour sans-abri, Jean-Luc comprenait l'ampleur de son échec. Il n'avait pas seulement envoyé de l'argent dans le vide. Il avait financé la vie confortable de Sandrine pendant que Manon souffrait de manière qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. « Je dois la voir », dit Jean-Luc en se levant brusquement. Son assistante tenta de l'arrêter à la porte, lui rappelant des réunions et des conférences téléphoniques, mais Jean-Luc passa outre. Stéphane le suivit de près alors qu'il prenait l'ascenseur privé jusqu'au parking souterrain où attendait la Mercedes classe S de Jean-Luc. Le trajet jusqu'au quartier de la Guillotière dura 40 minutes à travers la circulation lyonnaise. Jean-Luc regardait les quartiers changer à travers ses vitres teintées. Les tours étincelantes du centre-ville laissèrent place à de modestes immeubles en briques, puis à des zones montrant l'usure du désinvestissement et de la lutte. Le foyer Saint-Vincent occupait une ancienne église rénovée avec une peinture blanche écaillée et une pancarte annonçant des repas gratuits et un hébergement d'urgence. Jean-Luc avait fait des dons à des endroits comme celui-ci au fil des ans, signé des chèques pour apaiser sa conscience, mais il n'en avait jamais visité un, n'avait jamais vraiment compris à quoi ressemblait le désespoir de près. Il sentit la honte lui brûler la poitrine en sortant de sa voiture de luxe sur le trottoir fissuré. À l'intérieur, le foyer était propre, mais usé. Des lits de camp en métal bordaient les murs de ce qui avait été autrefois le sanctuaire de l'église. Des femmes de tous âges se déplaçaient tranquillement, certaines s'occupant de jeunes enfants, d'autres fixant simplement le vide. L'odeur de nettoyant industriel se mélangeait à celle de la nourriture cuisinée dans la cuisine. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux chaleureux, s'approcha d'eux, son badge indiquait « Madame Geneviève Touré, directrice ». « Puis-je vous aider, messieurs ?» demanda-t-elle, sa voix portant le léger accent de quelqu'un qui avait immigré d'Afrique de l'Ouest des décennies plus tôt. Jean-Luc s'éclaircit la gorge. « Je cherche Manon Dubois. On m'a dit qu'elle séjournait ici. » L'expression de Madame Touré passa de la courtoisie professionnelle à une reconnaissance surprise. Elle savait qui était Jean-Luc. Tout le monde à Lyon connaissait le visage de Jean-Luc Moreau grâce aux magazines économiques et aux galas de bienfaisance. « Puis-je vous demander de quoi il s'agit » dit-elle prudemment. « Je suis son grand-père, » dit Jean-Luc, les mots sonnant étranges sur sa langue après 18 ans d'absence. Madame Touré l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. Elle est dans la cuisine, elle fait son service. Elle les conduisit à travers un couloir étroit jusqu'à une grande cuisine institutionnelle où plusieurs femmes préparaient le repas du soir. Et là, à la plonge professionnelle, les mains submergées dans l'eau savonneuse, se tenait sa petite fille. Manon était grande et mince,
avec les pommettes ôtées le cou gracieux de sa mère. Elle portait un jean légèrement trop court et un sweatshirt de seconde main qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux crépus étaient attachés en un style simple, et elle ne portait ni bijoux ni maquillage. Mais même dans ces circonstances, elle se tenait avec une dignité tranquille. Elle rit à quelque chose qu'une autre femme dit, son visage s'illuminant brièvement avant de revenir au travail sérieux de récurer une grande marmite. Le cœur de Jean-Luc se brisa en la regardant. C'était censé être une jeune femme se préparant pour l'université, allant au bal de fin d'année, s'inquiétant de choses normales d'adolescente. Au lieu de cela, elle faisait la vaisselle dans un foyer pour sans-abri juste pour gagner son prochain repas. « Manon » appela doucement Madame Touré, « pourrais-tu venir un instant, ma chérie ?» Manon s'essuya les mains sur une serviette et se retourna. Quand elle vit Jean-Luc et Stéphane debout là dans leurs costumes coûteux, la confusion traversa son visage. Elle s'approcha prudemment. De la manière dont on aborderait une situation qu'on ne comprend pas entièrement mais qu'on sait susceptible de tout changer. « Oui, madame » dit doucement Manon, ses yeux passant de l'un à l'autre. De près, Jean-Luc pouvait voir Élise encore plus clairement, la forme de son visage, la façon dont elle tenait sa tête, même l'intelligence prudente dans ses yeux. Sa fille vivait dans cette jeune femme, et il l'avait abandonnée à des étrangers et à la cruauté. « Sais-tu qui je suis » demanda Jean-Luc, sa voix se brisant malgré ses efforts pour rester calme. Manon étudia attentivement son visage, puis secoua la tête. « Non, monsieur. » « Devrais-je » Les mots frappèrent Jean-Luc comme un coup physique. Devrait-elle connaître son propre grand-père? Oui. Devrait-elle reconnaître l'homme qui était censé la protéger? Absolument. Aurait-elle dû grandir en sachant qu'elle avait une famille qui l'aimait? Sans aucun doute. « Je suis Jean-Luc Moreau » dit-il tranquillement. « Je suis ton grand-père. Ta mère était ma fille. Élise. » L'expression de Manon passa par plusieurs émotions en succession rapide, confusion, incrédulité, quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, puis un frisson protecteur. « Ce n'est pas possible, dit-elle en reculant d'un petit pas. Tante Sandrine m'a dit que mon grand-père ne voulait rien avoir à faire avec moi. Elle a dit que vous me reprochiez la mort de ma mère. Elle a dit que vous ne vouliez jamais me voir. » La pièce vacilla légèrement. Jean-Luc tendit la main pour se stabiliser contre le cadre de la porte. Stéphane s'approcha, prêt à le rattraper si nécessaire. Madame Touré apporta une chaise, mais Jean-Luc la repoussa d'un geste. Il devait rester debout pour cela. « C'est un mensonge » dit Jean-Luc, sa voix gagnant en force par pure fureur face à ce qui avait été fait à cet enfant. « Je ne t'ai jamais rien reproché. J'ai envoyé de l'argent chaque mois depuis ta naissance. 10 000 euros chaque mois pendant 18 ans, plus de 2 millions d'euros au total. » Manon le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. « Je ne comprends pas » murmura-t-elle. « Quel argent? Je n'ai jamais eu d'argent. Je n'ai même pas de compte bancaire. » Jean-Luc sortit la chemise de sous son bras, celle que Stéphane lui avait donnée ce matin. Il l'ouvrit pour montrer des relevés bancaires, des relevés de virement, 18 ans de paiement documentés. Chaque mois, 10 000 euros déposés sur un compte établi au nom de Manon Dubois. Mais le gestionnaire du compte, la personne ayant l'accès et l'autorisation d'utiliser ces fonds, était répertorié comme Sandrine Leroy, tutrice légale. Les mains de Manon tremblaient en regardant les papiers. Les autres femmes dans la cuisine avaient cessé de travailler, sentant que quelque chose d'important se passait. Madame Touré posa une main protectrice sur l'épaule de Manon. « Ici, il est écrit 2 millions d'euros, dit Manon, sa voix à peine audible. « Où sont-ils? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi n'ai-je rien ?» Jean-Luc sentit les larmes qu'il n'avait pas pleurées depuis les funérailles d'Élise commencer à monter. « C'est ce que je vais découvrir, promit-il. Et quiconque a volé ton avenir paiera pour chaque jour que tu as souffert. » Les heures suivantes passèrent dans un flou. Jean-Luc insista pour que Manon vienne avec lui immédiatement, mais elle hésitait. 18 ans de mensonges de Sandrine lui avaient appris à ne faire confiance à personne, à ne rien attendre, à croire qu'elle méritait les miettes qu'elle recevait. Madame Touré, que son cœur soit béni, s'assit avec Manon et lui parla dans leur dialecte yoruba commun. Quoi qu'elle ait dit, cela aida, car Manon finit par hocher la tête et accepta d'accompagner Jean-Luc. Elle rassembla ses quelques affaires du foyer, un sac à dos contenant 2 tenues de rechange, un exemplaire usé d'un manuel de préparation au baccalauréat,
et une photo d'une femme que Manon n'avait jamais rencontrée mais savait d'une manière ou d'une autre être sa mère. Jean-Luc apprit plus tard que Sandrine lui avait donné cette unique photo en la mettant à la porte. Un cadeau d'adieu cruel. Alors qu'il retournait vers le centre-ville, Manon était assise sur la banquette arrière de la Mercedes, regardant la ville défiler par la fenêtre. Jean-Luc essaya d'engager la conversation pour combler le fossé impossible de 18 années perdues, mais les mots semblaient inadéquats. Que pouvait-il dire ? Je suis désolé, ne suffisait pas. Je ne savais pas, sonnait creux. Il aurait dû savoir. Il aurait dû vérifier. Il aurait dû exiger de voir sa petite fille, aurait dû se battre contre les excuses et les retards de Sandrine. Son appartement de luxe occupait tout le dernier étage d'un de ses propres immeubles. Des baies vitrées offraient des vues sur le Rhône et les Alpes scintillant au loin. L'espace était décoré d'œuvres d'art coûteuses et de meubles sur mesure, chaque surface témoignant de la richesse et du goût. Lorsque Manon entra, elle sembla se recroqueviller comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit ou de laisser des marques sur les sols impeccables. La gouvernante de Jean-Luc, Valérie Girard, était une femme aimable d'une cinquantaine d'années qui travaillait pour lui depuis plus de 20 ans. Elle jeta un regard à Manon et entra immédiatement en action, ne posant pas de questions, mais faisant simplement ce qui devait être fait. Elle montra à Manon une chambre d'amis plus grande que tout l'appartement que Manon avait partagé avec Sandrine. Elle fit couler un bain avec des sels et des huiles coûteux. Elle disposa des serviettes douces et un peignoir. Plus tard, elle irait faire les boutiques pour des vêtements qui lui iraient vraiment, mais pour l'instant, elle trouva quelques articles qui feraient l'affaire. Jean-Luc se tenait dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille, faisant appel à toutes les faveurs qu'il avait accumulées en 4 décennies dans les affaires. Le premier appel fut pour Antoine Dubois, le meilleur expert comptable judiciaire de Lyon. « J'ai besoin que vous traciez chaque centime de ces 2 millions d'euros, dit Jean-Luc sans préambule. J'ai besoin de savoir où ils sont allés, ce qu'ils ont acheté, et qui en a bénéficié. Et j'en ai besoin pour hier. » Le deuxième appel fut pour son avocat personnel, Nicolas Durand. « J'ai besoin que vous prépariez des accusations d'abus de confiance, d'escroquerie, et tout ce que vous pouvez faire tenir. La cible est Sandrine Leroy. Je veux qu'elle ressente tout le poids de ce qu'elle a fait. » Le troisième appel fut le plus difficile. Jean-Luc composa le numéro qu'il avait appelé mensuellement pendant 18 ans, le numéro que Sandrine avait fourni pour les urgences uniquement. Elle répondit à la 3e sonnerie, sa voix enjouée et fausse. « Jean-Luc, quelle surprise. Tout va bien ? » J'ai retrouvé Manon, dit Jean-Luc, sa voix assez froide pour geler de l'eau. Il y eut une pause, juste une fraction de seconde trop longue. Que veux-tu dire ? Manon est ici. Arrête de mentir, dit Jean-Luc. Je l'ai trouvée dans un foyer pour sans-abri. Je l'ai trouvée en train de faire la vaisselle pour son prochain repas. Je l'ai trouvée portant des vêtements de seconde main et dormant sur un lit de camp. Alors, je vais te poser la question une seule fois, et tu ferais mieux de réfléchir très attentivement avant de répondre. Où sont les 2 millions d'euros que j'ai envoyés pour ma petite fille ? Une autre pause, plus longue cette fois. Lorsque Sandrine parla de nouveau, la chaleur factice avait disparu de sa voix. Je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais j'ai subvenu aux besoins de cette fille. Elle avait un toit sur la tête, de la nourriture. L'argent a été utilisé de manière appropriée. Alors tu n'auras aucun problème à fournir les reçus, dit Jean-Luc. Relevés bancaires, factures, dossiers scolaires, frais médicaux. Je veux la documentation pour chaque centime. Mon avocat prendra contact. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, Jean-Luc ne put dormir. Il errait dans son appartement, vérifiant Manon toutes les heures. Elle dormait d'un sommeil agité, même dans le lit confortable, comme si son corps ne pouvait pas tout à fait croire que c'était réel. Vers 3 heures du matin, il la trouva assise dans le salon obscur, regardant les lumières de la ville. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda doucement Jean-Luc, s'asseyant dans un fauteuil en face d'elle. Manon secoua la tête. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller au foyer, que c'est une sorte de rêve ou de piège. »« C'est réel, » l'assura Jean-Luc. « Et je te promets, Manon, tu ne retourneras jamais là-bas. Tu n'auras plus jamais faim, ni froid, ni ne seras plus jamais seule. » Manon resta silencieuse un long moment. « Elle m'a dit que vous me détestiez, dit-elle finalement. Tante Sandrine.
Elle a dit que ma naissance avait tué ma mère et que vous m'en teniez responsable. Elle a dit que vous ne vouliez rien avoir à faire avec la famille d'Olivier après sa mort. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle m'avait recueilli était par charité chrétienne, même si j'étais un fardeau. Jean-Luc sentit la rage monter dans sa poitrine, le genre de rage qui lui donnait envie de tout casser. Rien de tout cela n'est vrai, dit-il fermement. Ta mère est morte à cause d'une complication médicale. Ce n'était pas ta faute. Ce n'était la faute de personne. Et je ne t'ai jamais blâmé. Tu es tout ce qu'il me reste d'Élise. Tu es précieuse pour moi, même si j'ai fait un travail terrible pour le montrer. Manon le regarda avec ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de sa mère. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir en 18 ans? Pourquoi n'êtes-vous pas venu une seule fois? C'était la question que Jean-Luc se posait à lui-même depuis ce matin. Parce que j'étais un lâche, admit-il, parce que j'étais noyé dans le chagrin, et je me suis convaincu que l'argent suffisait, que tant que j'envoyais des chèques, je remplissais ma responsabilité. J'ai laissé Sandrine me dire que les visites te perturberaient, que tu avais besoin de stabilité, que je devais attendre que tu sois plus grande. Et je l'ai cru parce que c'était plus facile que d'affronter ma propre douleur. Mais vous avez envoyé de l'argent, demanda Manon, essayant toujours de comprendre. Chaque mois, 10 000 €. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Le compte était à ton nom, mais Sandrine en était la gestionnaire. Elle était censée l'utiliser pour tes soins, ton éducation, ton avenir. Au lieu de cela, il semble qu'elle l'ait utilisé pour construire sa propre vie confortable. Au cours des jours suivants, Antoine Dubois fit des merveilles avec les dossiers financiers. Ce qu'il découvrit était accablant. Sandrine avait bien déposé les chèques de Jean-Luc sur le compte au nom de Manon, mais elle avait ensuite transféré l'argent sur ses comptes personnels et l'avait dépensé librement. La demeure à Aix-en-Provence achetée il y a 5 ans pour 2,3 millions d'euros, payée entièrement avec des fonds du compte de Manon. 2 véhicules de luxe également achetés avec l'argent de Manon. Les frais de scolarité en école privée pour les enfants biologiques de Sandrine, Lucas et Chloé, tous deux fréquentant des établissements prestigieux à 40 000 € par an chacun. Des vacances en famille au Nigeria chaque été, séjournant dans des hôtels 5 étoiles, des vêtements de marque, des bijoux coûteux, des soins en spa réguliers. Sandrine avait vécu comme une femme riche pendant que Manon portait des vêtements de seconde main. Mais la cruauté allait plus loin que le vol financier. L'enquête de Stéphane révéla que Sandrine avait délibérément isolé Manon. L'enseignement à domicile ne visait pas à fournir une éducation de qualité. C'était une question de contrôle. Cela empêchait Manon de se faire des amis qui pourraient poser des questions. Cela la tenait à l'écart des enseignants qui pourraient remarquer la négligence. Cela la maintenait piégée dans ce petit appartement sans connaissance du monde extérieur ni de ses droits. Sandrine avait fourni le strict minimum, assez de nourriture pour maintenir Manon en vie, un endroit pour dormir, des vêtements de base, mais il n'y avait pas d'amour, pas d'encouragement, pas d'investissement dans l'avenir de Manon. Et quand Manon a eu 18 ans, Sandrine l'a simplement jeté comme un déchet. Lui a dit de partir et de se débrouiller seule. Lui a donné cette unique photo d'Élise et rien d'autre. Pas d'acte de naissance, pas de carte vitale, pas d'argent, pas de système de soutien, juste l'abandon. Jean-Luc apprit que Manon avait passé le premier mois après avoir été mise à la porte à dormir dans les parcs et les bibliothèques publiques. Elle avait finalement trouvé son chemin vers le foyer Saint-Vincent, où Madame Touré avait reconnu quelque chose de spécial dans cette jeune femme calme et polie qui ne demandait rien, mais était prête à travailler pour tout. Manon avait étudié pour son DAU à la bibliothèque pendant la journée et travaillait dans la cuisine du foyer la nuit. Elle rêvait d'aller à l'université un jour, peut-être de devenir infirmière comme la mère qu'elle n'avait jamais connue. Mais sans ressources ni soutien, ses rêves semblaient incroyablement lointains. Maintenant, vivant dans l'appartement de Jean-Luc, Manon apprenait lentement ce que signifiait être prise en charge. Valérie s'assurait qu'elle mangeait régulièrement, remarqua qu'elle aimait ses œufs brouillés et ses toasts légèrement beurrés. Jean-Luc prenait du temps loin du travail pour s'asseoir avec elle, pour lui raconter des histoires sur Élise. Il montra à Manon des albums photos qu'il avait gardés cachés, trop douloureux à regarder jusqu'à présent. Des vidéos d'Élise enfant, adolescente, diplômée de l'école d'infirmière, rencontrant Olivier. Manon regardait tout avec des yeux affamés, absorbant les détails sur la mère qui lui avait été refusée. 2 semaines après avoir retrouvé Manon, Jean-Luc décida qu'il était temps d'affronter Sandrine en personne. Ses avocats le lui déconseillèrent, disant de laisser les tribunaux tout gérer.
Mais Jean-Luc avait besoin de la regarder dans les yeux, besoin de comprendre comment quelqu'un pouvait être si cruel envers un enfant innocent. Il dit à Manon qu'elle n'était pas obligée de venir, qu'il pouvait gérer cela seul. Mais Manon insista, elle a volé ma vie, grand-père. Je mérite d'être là. Ils se rendirent à Aix-en-Provence un froid samedi matin. La demeure se trouvait dans une rue bordée d'arbres où les maisons coûtaient des millions et les voisins appréciaient leur intimité. Jean-Luc avait payé pour cette maison sans même le savoir. Chaque brique et chaque fenêtre achetée avec de l'argent destiné à sa petite fille. Le SUV Mercedes de Sandrine était garé dans l'allée, rutilant et cher. La propre Mercedes de Jean-Luc se gara derrière et lui, Manon, Stéphane et l'avocat Nicolas Durand en sortirent. Jean-Luc sonna à la porte. Sandrine répondit, et la transformation sur son visage fut presque comique. Elle s'attendait clairement à une livraison, ou peut-être à un voisin. Au lieu de cela, elle se retrouva face à Jean-Luc Moreau, l'homme à qui elle mentait depuis 18 ans. Puis elle vit Manon debout à côté de lui. Non plus la fille abandonnée en vêtements de seconde main, mais une jeune femme dans un manteau et des bottes convenables, se tenant droite. Le sang quitta le visage de Sandrine, sa bouche s'ouvrit et se referma sans qu'aucun son n'en sorte. « Bonjour, Sandrine, » dit Jean-Luc avec une courtoisie glaciale. « Je pense que nous devons parler. » Sandrine tenta de fermer la porte, mais Nicolas Durand s'avançait déjà avec une autorité légale. « Madame le roi, vous pouvez nous parler maintenant ou vous pouvez parler à la police. C'est votre choix. » Ils finirent dans le salon de Sandrine, un espace décoré de meubles coûteux et d'art africain. Tout dans cette pièce avait été acheté avec de l'argent volé, et cette connaissance flottait entre eux comme un poison. Sandrine était perchée sur le bord d'un canapé en cuir, ses mains se tordant sur ses genoux. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Manon comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que la fille avait retrouvé son chemin. « Jean-Luc, s'il te plaît, » commença Sandrine, sa voix prenant un ton suppliant. « Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. » Jean-Luc claqua la chemise de relevé bancaire sur la table basse si fort que Sandrine sursauta. « 2 millions d'euros, dit-il, sa voix d'un calme mortel. 18 ans de dépôt mensuel. Chaque centime que j'ai envoyé pour m'assurer que ma petite fille ait la vie qu'elle méritait. Où sont-ils, Sandrine? Où est chaque centime? » Le visage de Sandrine était passé de pâle à un gris cendré. Ses mains tremblaient. « Je les ai utilisés pour le bien de Manon, » dit-elle, mais le mensonge sonnait faible même à ses propres oreilles. « Vraiment? » Jean-Luc se pencha en avant. « Parce que mes enquêteurs racontent une histoire différente. Ils me disent que tu as acheté cette maison, ces voitures dehors, envoyé tes propres enfants en école privée, pris des vacances au Nigeria chaque été, tout ça pendant que ma petite fille portait des vêtements de seconde main et dormait dans un foyer pour sans-abri. Je lui ai donné un logement, protesta Sandrine. Je l'ai nourri. J'ai gardé un toit sur sa tête pendant 18 ans. Cela coûte de l'argent. » Manon prit la parole pour la première fois, sa voix stable malgré l'émotion sous-jacente. « Tu m'as gardé dans un minuscule appartement. Tu m'as fait l'école à la maison pour que je ne puisse pas me faire d'amis ou dire à quiconque comment tu me traitais. Tu me donnais tes restes et des vêtements usagés. Tu ne me laissais jamais sortir sauf pour faire les courses. Et quand j'ai eu 18 ans, tu m'as mise à la porte sans rien. Pas de papier, pas d'argent, pas de soutien. Tu m'as dit de me débrouiller seul parce que tu en avais assez fait. » Les yeux de Sandrine brillèrent de colère, le masque tombant enfin. « Petite ingrate. Je t'ai recueilli quand personne d'autre ne voulait de toi. Je t'ai élevé quand ton grand-père était trop occupé à gagner de l'argent pour se soucier de toi. C'est un mensonge. » La voix de Jean-Luc s'éleva. « Je t'appelais tous les mois. Je demandais de ses nouvelles. Tu me disais qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse, qu'elle ne voulait pas me voir parce que ça la perturberait. Et tu m'as cru, » rétorqua Sandrine. « Tu n'as jamais pris la peine de vérifier. Tu n'as jamais exigé de la voir. Tu te contentais de jeter de l'argent sur le problème et d'apaiser ta conscience coupable. Alors ne fais pas comme si tu étais une sorte de héros maintenant. » L'accusation piqua car elle contenait une part de vérité. Jean-Luc avait manqué de vérifier, d'insister, de faire plus qu'envoyer des chèques. Mais cela n'excusait pas ce que Sandrine avait fait. « Tu as raison, » dit Jean-Luc tranquillement. « J'ai manqué à mon devoir envers Manon en n'en faisant pas plus. Je devrais vivre avec cette culpabilité pour le reste de ma vie.
Mais toi, tu as délibérément volé un enfant. Tu l'as isolée, négligée et jetée quand elle n'était plus utile. Pourquoi, Sandrine? Pourquoi ferais-tu ça à un enfant innocent? Quelque chose se brisa dans l'expression de Sandrine. Des années de mensonges soigneusement élaborés et de justifications s'effondrèrent, et en dessous se trouvait un ressentiment pur et laid. Parce qu'elle avait tout. Cracha Sandrine. La belle Élise avec sa vie parfaite. Mon frère l'aimait plus qu'il ne m'a jamais aimé, moi, sa propre sœur. Elle a eu l'éducation, la carrière, le mari qu'il adorait. Et puis elle est morte et a laissé cet enfant derrière elle. Et soudain, tout le monde se souciait du bébé. Tu as envoyé de l'argent, beaucoup d'argent, plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Et j'ai pensé, pourquoi cet enfant devrait-il tout avoir alors que mes propres enfants avaient si peu? Pourquoi la fille d'Élise devrait-elle avoir des avantages que mes enfants n'ont jamais eus? Alors tu as volé un bébé, dit Jean-Luc, son dégoût évident. Tu as vu un nourrisson vulnérable et tu as décidé de l'utiliser comme gagne-pain. Tu as pris l'argent destiné à lui donner des opportunités et tu l'as utilisé pour construire ta propre vie confortable, tout en lui disant qu'elle ne valait rien, que son propre grand-père ne voulait pas d'elle. Le visage de Sandrine était maintenant marbré, des larmes de frustration et de colère coulant sur ses joues. Je lui ai donné un logement. Ça devrait suffire. Elle devrait être reconnaissante. Manon se leva, sa voix tremblante mais forte. Reconnaissante? Tu veux que je sois reconnaissante que tu m'aies donné des miettes pendant que tu vivais dans le luxe acheté avec mon argent? Tu veux que je sois reconnaissante que tu m'aies menti sur mon grand-père, que tu m'aies fait croire que j'étais seule au monde? Tu veux que je sois reconnaissante que tu m'aies mise à la rue pour survivre dès mes 18 ans? Avant que Sandrine ne puisse répondre, Nicolas Durand passa un appel téléphonique. En 15 minutes, la police arriva. Les preuves étaient accablantes. Relevés bancaires, documents falsifiés, témoignages de voisins qui se souvenaient de la fille calme qu'ils voyaient rarement. Sandrine fut arrêtée pour abus de confiance, escroquerie, usurpation d'identité et mise en danger d'un mineur. Alors que les officiers emmenaient Sandrine menottée, ses deux enfants descendirent les escaliers, alertés par l'agitation. C'étaient maintenant des adolescents, 15 et 17 ans, et ils regardèrent avec confusion et horreur leur mère être emmenée. Ils avaient bien vécu, fréquenté de bonnes écoles, n'avaient jamais manqué de rien, et ils n'avaient aucune idée que tout cela était construit sur de l'argent volé et la souffrance d'une cousine. Jean-Luc prit des dispositions pour que ses enfants restent avec leur tante maternelle. Ils étaient innocents dans cette affaire, victimes des choix de leur mère. Il veillerait à ce qu'on s'occupe d'eux, même si sa priorité était Manon. Le procès se déroula plus rapidement que la plupart car les preuves étaient accablantes. L'analyse financière ne laissait aucune place au doute. Des employés de banque témoignèrent de la manière dont Sandrine avait ouvert le compte, prétendant que Manon avait des besoins spéciaux et ne pouvait pas gérer son propre argent. Des voisins témoignèrent de la fille isolée qu'ils apercevaient parfois. Madame Touré témoigna de l'état dans lequel se trouvait Manon à son arrivée au foyer, mal nourrie, traumatisée, sans ressources ni soutien. Et Manon elle-même témoigna. Elle s'assit dans cette salle d'audience et raconta son histoire avec une dignité tranquille. Elle expliqua les années d'isolement, les soins minimaux, les mensonges sur son grand-père. Elle décrivit avoir été mise à la porte sans rien le jour de ses 18 ans. Elle parla des nuits passées dans les parcs et les bibliothèques avant de trouver le foyer. Le jury délibéra moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge condamna Sandrine à 12 ans en maison d'arrêt et ordonna la restitution intégrale de 2 millions d'euros plus les intérêts et les dommages. Ses biens furent saisis, la maison, les voitures, tout ce qui avait été acheté avec de l'argent volé. Les fonds récupérés furent placés dans une nouvelle fiducie pour Manon, cette fois correctement protégée avec une surveillance et des garanties. 6 mois passèrent. Manon s'inscrivit à l'université Lumière Lyon 2, étudiant le travail social avec une spécialisation sur les jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Elle voulait aider les autres qui avaient fait face à des luttes similaires, être la défenseur qu'elle n'avait jamais eue. Elle vivait avec Jean-Luc et ils construisirent lentement la relation qu'ils auraient dû avoir depuis le début. Jean-Luc lui apprit les affaires, l'histoire de leur famille, la lignée d'ancêtres forts qui avaient surmonté des obstacles pour construire de meilleures vies. Il la présenta à des parents éloignés qui l'accueillirent à bras ouverts. Manon découvrit qu'elle avait des cousins, des tantes, des oncles, tout un arbre généalogique dont elle ignorait l'existence. Elle apprit à connaître sa mère à travers des histoires et des vidéos,
à travers des albums photos et des lettres conservées. Élise devint réelle pour elle d'une manière que cette unique photographie n'aurait jamais pu. Et Jean-Luc apprit à connaître Manon, son intelligence, sa compassion, son sens de l'humour surprenant. Elle aimait les vieux films et la nourriture épicée, et avait un talent pour le dessin. Elle étudiait dur, mais apprenait aussi à se détendre, à croire qu'elle n'avait pas à gagner chaque repas ou à prouver sa valeur pour mériter des soins de base. Un samedi matin, Manon demanda à Jean-Luc de la conduire quelque part. Elle le dirigea de nouveau vers le quartier de la Guillotière, au foyer Saint-Vincent. Madame Touré les accueillit à la porte avec un immense sourire et des étreintes chaleureuses. Manon y faisait du bénévolat chaque week-end, aidant d'autres jeunes femmes à naviguer dans les ressources et les opportunités. Elle comprenait leur lutte parce qu'elle les avait vécues. Mais aujourd'hui était spécial. Manon avait travaillé avec Jean-Luc pour créer un fonds de bourse pour les résidentes du foyer qui voulaient poursuivre leurs études. Le fonds de bourse, Élise Dubois, une nouvelle chance, couvrirait les frais de scolarité, les manuels, le logement et les services de soutien pour les jeunes femmes sortant de l'aide sociale à l'enfance ou en situation de sans-abrisme. Les 3 premières lauréates se tenaient nerveusement dans le bureau de Madame Touré alors que Manon leur présentait les lettres d'attribution. Jean-Luc regarda sa petite fille réconforter ces jeunes femmes, partager son histoire et offrir de l'espoir. C'est ce qu'Élise aurait été, quelqu'un qui prend sa douleur et la transforme en objectif. Après la présentation, Jean-Luc et Manon se rendirent au cimetière de la Guillotière où Élise était enterrée. Ils se tinrent devant sa tombe, une stèle funéraire simple mais élégante que Jean-Luc avait visitée d'innombrables fois au fil des ans. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il ne venait pas seul avec son chagrin et son échec. Aujourd'hui, il avait ramené sa petite fille à la maison. « Je l'ai retrouvée, ma chérie », dit doucement Jean-Luc, déposant des fleurs fraîches sur la tombe. « Notre Manon, elle est tout ce que tu aurais voulu qu'elle soit. Forte, gentille, brillante. Elle a survécu à des choses qu'aucun enfant ne devrait affronter, et elle en est sortie avec grâce. » Manon déposa ses propres fleurs à côté de celles de Jean-Luc. Elle sortit une photo, la première d'elle et de Jean-Luc ensemble, prise lors de sa journée d'intégration universitaire. « Salut, maman », murmura-t-elle. « J'ai enfin pu rencontrer grand-père. J'ai enfin pu rentrer à la maison. J'aimerais que tu sois là, mais je te sens avec moi. Je te sens dans chaque geste gentil de grand-père. Chaque histoire qu'il raconte sur toi. Je te promets de te rendre fier. » Ce soir-là, de retour à l'appartement, Manon était assise au bureau de Jean-Luc, travaillant sur une dissertation pour l'un de ses cours. Le sujet était de parler d'une expérience transformatrice. Elle écrivait depuis 1 heure, les mots coulant facilement maintenant qu'elle avait tant à dire. Jean-Luc lui apporta un thé comme elle l'aimait, avec du miel et du citron. Il l'embrassa sur le sommet de la tête comme son propre père le faisait, comme il aurait dû le faire pendant 18 ans. « Ne veille pas trop tard, dit-il. Tu as ce groupe d'études demain matin. » « Promis, » répondit Manon en lui souriant. « Bonne nuit, grand-père. »« Bonne nuit, ma chérie. » Jean-Luc se dirigea vers sa propre chambre, le cœur plus plein qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Il avait perdu tant de temps, commis tant d'erreurs, mais on lui avait donné quelque chose de précieux. Une seconde chance. Une chance d'être le grand-père qu'il aurait dû être depuis le début. Une chance de voir Manon devenir la femme remarquable qu'elle devenait. Une chance de transformer son échec en rédemption. Dans sa dissertation, Manon écrivit sur la survie et la résilience. Elle écrivit sur le moment où tout a changé, le jour où un étranger est entré dans la cuisine d'un foyer et a révélé qu'il était son grand-père. Elle écrivit sur le fait d'apprendre qu'elle n'avait pas été oubliée ou abandonnée, que quelqu'un s'était battu pour elle depuis le début, même s'il ne savait pas qu'il devait le faire. Elle écrivit sur le procès et sur le fait de voir la justice rattraper enfin la cruauté. Mais surtout, elle écrivit sur l'espoir, sur le fait d'apprendre que votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les gens vous traitent, mais par la personne que vous choisissez de devenir malgré tout. La dissertation se terminait par une phrase qui deviendrait plus tard sa devise personnelle, « L'argent n'a jamais été ce qui comptait. C'était d'être vu, d'être aimé, d'avoir la chance de devenir celle que j'étais censée être. » Manon enregistra le document et ferma son ordinateur portable. À travers les baies vitrées, Lyon scintillait en dessous comme un champ d'étoiles. Quelque part là dehors, il y avait d'autres jeunes femmes comme elle, luttant dans des foyers, ou pire, croyant qu'elles étaient seules. Mais elles n'étaient pas seules. Manon s'en assurerait.
Elle utiliserait son histoire, son éducation, ses ressources pour être la voix dont elles avaient besoin. Elle plaiderait, se battrait et refuserait de laisser les autres être invisibles comme elle l'avait été. Car elle comprenait quelque chose de profond maintenant, la souffrance peut soit vous briser, soit vous forger en quelque chose de plus fort. L'isolement peut soit vous détruire, soit vous apprendre le pouvoir de la connexion. Être terrassé peut soit vous maintenir à terre, soit vous montrer comment vous relever avec plus de détermination qu'auparavant. Manon choisit de se relever. Elle choisit de transformer sa douleur en mission, son traumatisme en témoignage, sa survie en service. Et ce faisant, elle honora la mère qu'elle n'avait jamais connue, le grand-père qui l'avait trouvée juste à temps, et les innombrables autres qui n'avaient pas eu autant de chance. Le fonds de bourse grandit. De plus en plus de jeunes femmes reçurent de secondes chances. De plus en plus de vies furent changées. Et dans un appartement de luxe à 72 étages au-dessus de la ville, un grand-père et une petite fille construisirent la relation qui leur avait été refusée. Une conversation, un repas partagé, un moment précieux à la fois. L'histoire de Manon nous rappelle que la justice ne concerne pas seulement la punition. Elle concerne la restauration. Il s'agit de prendre ce qui a été volé et de construire quelque chose de mieux. Sandrine a pris 18 ans à Manon, mais elle n'a pas pu prendre son esprit, son intelligence ou sa capacité à la grâce. Parfois, la famille qui est censée vous protéger devient votre plus grand ennemi. Mais parfois, quand vous vous y attendez le moins, la famille vous retrouve. Et c'est là que la guérison commence. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous ont fait défaut. Elle est déterminée par la façon dont vous vous relevez après la chute.